C'est un moment fort ce matin. Je suis très honoré, nous sommes très honorés d'accueillir quelqu'un qui, dont la parole compte. Je ne sais pas si vous avez vu, lu, écouté l'interview qu'il a donnée, c'était la semaine dernière, Pascal. Voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui connaît par cœur la scène internationale. Il appréhende avec justesse le grand théâtre du monde. Et figurez-vous, il me l'a confié, qu'il va monter sur scène, ici, sur les... oui, Pascal, il ne fallait pas me le dire. Sur les planches à Avignon, mardi. Alors, si vous êtes là mardi, vous le verrez sur les planches. Mais à DPA, il a le premier rôle. Je vous demande d'accueillir M. Pascal Lamy. Pascal Lamy. Merci Pascal d'être avec nous ce matin. C'est vraiment un privilège. Entreprise Providence, voilà la thématique ombrelle de ces 2 journées, et puis le rôle de l'État, et puis où est-ce qu'on en est quand on parle de l'État, mais des États, le grand théâtre du monde, décryptage, et on va vous écouter avec beaucoup d'attention comme d'habitude. Merci à vous. Bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Je fais l'hypothèse, contrairement à ce que vous venez de dire, que tout le monde n'est pas resté jusqu'à 1h40. Et je commence par cet aveu matinal pour que ma journée soit claire. Ça a été mon cas, je suis parti un petit peu avant la fin. Quand je dis un petit peu, enfin bon. Bien, voilà, maintenant que j'ai tout avoué, que j'ai la conscience tranquille, on va effectivement aborder votre sujet sous un angle qui est évidemment beaucoup plus vaste que vos discussions d'hier, et qui est celui du monde tel qu'il va, et notamment de cet désordre dans lequel nous vivons actuellement, à supposer qu'il n'y ait jamais eu quelque chose qui ressemble à un ordre économique mondial, et on pourrait beaucoup en discuter. Ce qui est sûr, c'est que la période actuelle est marquée par un certain nombre de turbulences qui ressemblent pas mal à un désordre. Alors, à mon sens, ces turbulences sont le produit de 4 facteurs dont on a déjà parlé, notamment en présence d'Yvon Gattaz Pierre Gattaz à Aix, au B7, qui est la jambe business qui prépare le G7 de Biarritz, aux présidences françaises cette année. J'en vois 4, de nature et de temporalité totalement différentes, mais qui se conjuguent en ce moment. La première, c'est la rivalité sino-américaine. La deuxième, c'est les remous de la globalisation. La troisième, c'est la fatigue du multilatéralisme. Et la quatrième, c'est le fait qu'on a élu un personnage assez étrange à la Maison-Blanche. Temporalité très différente. La première, la rivalité sino-américaine, qui est une rivalité géopolitique, se déroule sur une échelle de temps qui est au moins le demi-siècle. Ça a commencé dans les années 80, quand Deng Xiaoping a décidé d'inverser le cours géopolitique de la Chine en l'ouvrant, en l'intégrant dans le monde. La deuxième, qui est ce que j'appelle les remous de la globalisation, elle, est de l'ordre de quelques décennies, celle que nous avons vécue les 2-3 dernières décennies. La troisième, qui est cette fatigue du système international à délivrer ce qu'on appelle de la gouvernance globale, c'est plus récent, c'est de l'ordre d'une dizaine ou d'une quinzaine d'années. Et puis, l'homme qui occupe la Maison-Blanche pour l'instant, selon toute probabilité, c'est de l'ordre de 8 ans. En ce qui concerne la rivalité sino-américaine, ça n'est pas nouveau, comme je l'ai dit. Ça fait un moment que les historiens, y compris ceux qui ont exposé les paradoxes de la trappe de Thucydide, ont identifié ce grand rebasculement. Simplement, jusqu'à présent, ça avait pris un cours relativement pacifique. C'était au fond la doctrine Kissinger. Oui, la Chine va prendre sa place dans le monde, sur le plan économique, sur le plan politique.
mais c'est gérable. Si le monde occidental comprend ce qui se passe, si on reste ensemble sur un certain nombre de nos valeurs, qui diffèrent en tout cas sur le plan politique du système chinois, alors nous allons gérer cette affaire petit à petit. Cette doctrine est morte. À Washington, on considère, et ça va beaucoup plus loin que ce que pense personnellement M. Trump, qui d'ailleurs en général ne pense pas beaucoup, en tout cas sur ces sujets-là, l'ensemble de l'establishment politique, intellectuel américain à Washington, démocrates, républicains confondus, considère maintenant que la Chine est un danger pour les États-Unis et que donc il faut passer à autre chose et que cette autre chose, ça consiste à endommager la Chine. Ça consiste à repousser la Chine, ça consiste à rétrécir la Chine qui, pour un certain nombre de raisons, est perçue comme une menace, notamment sur le plan de la sécurité par les États-Unis. Donc ça, c'est le facteur fondamental qui explique un certain nombre des évolutions récentes et sans doute des évolutions à venir, parce que ça va rester vrai, quel qu'en soit le cours, dans les 20, 30, 40 ans qui viennent, et nous, Européens, devons nous mettre bien ça dans la tête, parce que ça a un certain nombre de conséquences, je vais y revenir. La deuxième, sur les remous de la globalisation, rien de bien nouveau, j'ai beaucoup écrit sur ces questions au cours des 25 dernières années. La globalisation est un processus ricardo-schumpeterien classique, et notamment sous sa version division internationale du travail. Ça n'est pas la seule. La financiarisation des économies est aussi un des traits de la globalisation. C'est ricardien, c'est schumpeterien, ça marche, c'est très efficace, ça produit beaucoup d'efficience, donc beaucoup de croissance, mais ça fait mal. Quand ça se passe doucement, ça fait pas trop mal. Quand ça se passe violemment, ça fait mal sur le plan social, parce que ça implique une redistribution, un réaménagement de l'ensemble des facteurs de production. Et on est dans une phase où la globalisation, notamment à cause de sa motorisation technologique, est en train de devenir plus forte, plus violente, et nos systèmes économiques et sociaux, qui étaient habitués, pour certains d'entre eux, à gérer à peu près ça depuis la révolution industrielle, c'est à ce moment-là qu'on a inventé l'État-providence, ne sont plus capables de le faire correctement, même si ça se fait encore relativement beaucoup mieux en Europe que sur d'autres continents. Mais c'est là, et la combinaison entre cette force, ce côté global qui entraîne un certain nombre de contagions et la financiarisation des économies a produit la crise de 2008, dont nous sommes en train de peut-être de finir d'étaler le sillage politique, et encore, en tout cas, l'élection de Trump ou le Brexit, qui sont des choses assez étranges par rapport à ce qu'on pouvait prévoir, sont le produit de cette crise de 2008, financière, puis économique, puis sociale, et enfin politique, selon un sillage d'ailleurs assez bien identifié par les historiens. Le multilatéralisme, qui est une grande construction de l'après-Seconde Guerre mondiale, a à peu près correctement géré les débuts de la globalisation. Il a beaucoup plus de mal depuis récemment, notamment parce qu'elle est plus globale, plus forte. J'ai dit tout à l'heure que sa motorisation était technologique. Ce que ça implique de discipline collective, la globalisation entraîne inévitablement la collectivisation, la globalisation d'un certain nombre d'enjeux. Ces disciplines nécessaires n'ont pas été produites dans une période récente. On l'a vu en matière financière, la crise de 2008 est le produit d'un trou dans la gouvernance globale d'une industrie sans doute encore plus globalisée que toutes les autres, qui s'appelle la finance. On le voit assez bien en matière commerciale, puisque clairement l'OMC, j'ai passé un certain nombre d'années de ma vie, n'est pas parvenu à ajuster les règles de l'échange commercial international précisément à cette montée de la Chine. Et là, il y a un problème qui vient du fait que ce système multilatéral a été conçu avec un logiciel occidental,
après la Seconde Guerre mondiale. C'est celui qui prévaut encore aujourd'hui. Hein. On va remplacer Madame Lagarde au FMI. On dit quel est l'Européen qui va remplacer Madame Lagarde au FMI? Parce que la tradition, c'est que les Américains ont la Banque mondiale, les Européens ont le FMI. Bon. Si je suis chinois ou indien, j'ai quand même avoir tendance à trouver que c'est un peu daté tout ça. Bon. Or, ils trouvent effectivement que c'est un peu daté, mais d'un autre côté, ils n'ont pas encore, soit individuellement, soit collectivement, été capables, à supposer d'ailleurs qu'ils aient vraiment essayé, de proposer quelque chose d'autre. Donc on est dans peut-être d'entre-deux où ça ne leur va pas, pour des raisons qu'on peut assez bien compréhensibles, mais ils ne sont pas non plus capables de proposer quelque chose d'autre. Donc on est dans cet entre-deux, et là il y a un vrai déficit de gouvernance globale. Quant à Trump, bon, je n'insiste pas, c'est un personnage assez étrange, un clown un peu diabolique, assez pervers, et qui, néanmoins, est arrivé à la Maison-Blanche en étant élu sur un programme qu'il avait annoncé. C'est le premier président depuis 1900 aux États-Unis qui fait campagne sur une plateforme protectionniste et qui dit les Américains sont victimes du reste du monde. C'est une vaste foutaise, mais n'empêche que ça marche et qu'il a suffisamment de génie politique pour compenser son inculture, notamment économique, puisque tout son raisonnement est basé sur une double erreur. Un, les Américains ont un problème qui s'appelle le déficit commercial. Ça n'a jamais été un problème pour les États-Unis d'avoir un déficit commercial. Quand vous avez le dollar, personne n'a jamais de problème avec son déficit commercial dès lors que vous pouvez le financer. Il y a un truc qui s'appelle America First, qui est le dollar, et qui autorise les Américains à avoir un déficit commercial de 3% de leur PIB structurellement, donc c'est pas un problème. Et en plus, ils pensent que les tarifs douaniers, qui sont un truc totalement médiéval, c'est le couteau suisse qui permet de régler tous les problèmes, quoi. J'ai dit à Berlin il y a 15 jours que c'est dommage qu'ils ne croient pas au changement climatique parce qu'il aurait déjà mis un tarif sur le soleil pour être sûr qu'il n'y a pas trop de réchauffement. Donc il a une vision très très étrange, mais bon, c'est lui qui est à la Maison-Blanche. Et j'ai d'ailleurs dit à la BBC la semaine dernière que, et je n'étais pas très content là-bas, que effectivement, utiliser les droits de douane pour régler les problèmes du commerce mondial, c'est comme pêcher la truite à la grenade. Hein, bien sûr, c'est sûr qu'on va attraper des truites, mais enfin, le résultat ne sera pas terrible, la rivière souffre, et éventuellement, soi-même, d'ailleurs, on risque de se faire mal, ce qui d'ailleurs est en train de se passer. Alors, toutes ces choses dont j'ai dit qu'elles étaient de nature différente, de temporalité différente, se conjuguent en ce moment. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça pour les entreprises? Parce qu'au fond, c'est aussi un sujet qui vous intéresse. La grande rivalité soi-disant thucydidienne, bon, les entreprises n'y peuvent pas grand-chose, sauf à bien analyser ce qui est en train de se passer dans ce que ça implique de réorganisation des systèmes de production, et notamment des chaînes de valeur qui sont le maillage, l'infrastructure de la globalisation. Qu'est-ce que c'est que la globalisation? C'est l'intensification de l'échange international provenant de la multilocalisation des processus de production, de biens, de services, avec ces espèces de chaînes, de mailles qui se sont constituées dans le monde entier, avec une densité régionale plus forte, en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, mais néanmoins à caractère mondial. Ce qui va se passer, c'est une certaine déglobalisation entre les États-Unis et la Chine dans le secteur de la tech. C'est à peu près la seule conséquence majeure et globale, mais ça va se produire parce que dans cette rivalité d'ordre géopolitique, et les Américains et les Chinois, les Américains d'abord, et les Chinois par voie de conséquence, sont arrivés à la conclusion qu'ils étaient devenus trop vulnérables l'un à l'autre de par la pénétration de leur système de production dans la tech et dans le digital. Et le moment où on s'en est aperçu, c'est dans cette affaire ZTE, quand le président américain a décidé de cesser d'exporter un certain nombre de puces vers la Chine. Ça, c'est un grand tournant. Parce que cet événement a cristallisé du côté chinois
un débat qui est là depuis longtemps, hein, au sein du Politburo du Parti communiste chinois, qui est de savoir s'il faut ou non faire confiance aux Occidentaux, s'il faut ou non continuer à s'ouvrir, comme l'a dit Deng Xiaoping, étant entendu que ça implique un certain nombre de vulnérabilités. On devient trop dépendant, notamment à cause de l'interconnexion de ces chaînes de production, et un certain nombre de partisans qui étaient minoritaires à l'intérieur du Politburo depuis Deng Xiaoping, d'un retour de la Chine sur elle-même, parce qu'il faut que le Parti communiste continue à gérer et à justifier cette performance économique. La majorité est un peu en train de glisser au sein du Politburo. D'ailleurs, M. Xi Jinping est plutôt du côté des durs dans le système chinois. Et donc, on est dans un processus où ils vont se désintégrer de ce point de vue, avec un certain nombre de conséquences, certaines négatives, d'autres positives. Il y a dans le secteur de la tech des opportunités à une certaine forme de déglobalisation entre les États-Unis et la Chine. Tout ceci va aboutir à un peu moins de croissance. Hein, l'impact de ce qu'on appelle, à tort d'ailleurs à mon avis, des guerres commerciales, hein, parce que quand on décompose un peu ce qu'il y a derrière, c'est autre chose que des guerres commerciales. L'impact de tout ça, à cause des incertitudes que ça génère, c'est pas à vous que j'apprendrai que davantage d'incertitudes, c'est davantage de décisions qui sont soit reportées, soit pas prises, et donc davantage, moins de croissance à terme de 5 ou 10 ans. On est sur un sentier de croissance mondiale moyen de l'ordre de 3,5%. Monsieur Trump va coûter de l'ordre de 1,5 point de croissance dans les 5 à 10 ans qui viennent. C'est pas la mort. Sur 3,5, c'est quand même pas négligeable. Et donc ça va se répercuter un peu partout dans le monde à cause, effectivement, de ce maillage de chaînes de production globale. Ça va impacter un certain nombre de vos activités. Plus vous êtes proche de la frontière technologique, plus ça va les impacter. Plus vous êtes lointain, moins ça va les impacter. Tout ce qui tourne autour du réaménagement du système international, c'est possible, c'est faisable. La réforme de l'OMC, dont on parle maintenant, et dont on parle d'ailleurs depuis 20 ans, hein, parce que ce qu'on a à tort appelé le Doha Round dans les années 2000, on aurait dû appeler ça réforme de l'OMC, tout le monde aurait compris de quoi il s'agissait, alors que Doha Round, personne n'a jamais rien compris de ce que ça voulait dire. Mais c'est parfaitement faisable, à condition que l'Europe, suivie du Japon et d'un certain nombre d'autres puissances moyennes, accepte ce qu'elle a fait jusqu'à présent, de jouer à un jeu de triangulation en faisant alliance avec les Américains pour faire pression sur les Chinois et alliance avec les Chinois pour faire pression sur les Américains. Tout ceci suppose que l'Europe pèse davantage que dans le passé dans le système international. Or, c'est pas à vous que j'apprendrai que, disons, la souveraineté européenne est quelque chose d'assez partiel. C'est un peu conique. Hein. On est très souverain à la base, quand il s'agit de commerce, quand il s'agit de marché. On n'est plus du tout souverain au sommet, quand il s'agit de déclarer la guerre ou d'évaluer en commun des menaces d'ordre géostratégique. Donc ça, c'est faisable à un certain nombre de conditions. Quant à Trump, il est, à mon avis, effectivement encore là pour un moment. Et ça, c'est une affaire américaine. On n'y peut pas grand-chose. Même si on peut probablement, en tout cas, convaincre un certain nombre d'amis américains de faire fonctionner un peu mieux qu'ils n'ont fonctionné depuis qu'il était élu, ce fameux système de checks and balances. Hein. On nous a expliqué que le système américain, c'était vachement bien, parce que, bien sûr, il y a un président qui peut faire tout ce qu'il veut, mais il y a des contrepoids. Bon, les contrepoids jusqu'à présent, le Congrès, le système judiciaire, on n'a pas vu grand-chose. Le seul vrai contrepoids qu'on a vu, à chaque fois, et après tout, le capitalisme, qu'on l'aime ou non, a sa logique, c'est Wall Street. Parce qu'à un moment, les marchés financiers disent « ça devient quand même mauvais pour nous ». Et généralement, d'ailleurs, à ce moment-là, quand ça s'exprime nettement, ils s'arrêtent. Alors, est-ce qu'avec tout ça, j'ai fait le tour de l'impact de ce qui se passe dans ce monde sur les entreprises, qui est notre sujet de ce matin? Non. Parce que je n'ai pas cité l'essentiel de ce qui va vous impacter dans les décennies qui viennent, qui n'est pas
aujourd'hui, dans cette analyse un peu systémique, géopolitique, géoéconomique de ce qui se passe sur notre planète, ce qui va vous impacter le plus dans les décennies qui viennent, c'est pas ça, c'est la transition écologique. C'est ça qui va, en réalité, tout changer. De ce que j'ai dit sur ces 4 grands facteurs, on peut déduire, oui, qu'on va avoir des problèmes, qu'il va y avoir des difficultés à surmonter, qu'il va y avoir des crises. Mais on ne déduit pas de ça un changement de paradigme. C'est toujours la globalisation, un peu différente, il y a un petit bout de déglobalisation, ça n'est pas la déglobalisation. Nous avons atteint un stade de globalisation sur cette planète qui rend la déglobalisation trop coûteuse. La globalisation, c'est efficace et pénible. La déglobalisation, c'est inefficace et pénible. D'ailleurs, on le voit très bien avec cet exemple de laboratoire que nous avons qui s'appelle le Brexit. Qu'est-ce que c'est que le Brexit? C'est une entreprise de déglobalisation qui foire, voilà, pour des raisons assez bien compréhensibles. Bon, je ferme cette parenthèse sur laquelle on pourra revenir. Le vrai changement de paradigme, c'est ce que la transition écologique va imposer de modifications dans nos systèmes de production, dans l'économie. Et ça devient de plus en plus urgent tous les jours. La conscience de cette urgence est probablement en train d'apparaître de manière évidemment très, très tardive par rapport aux enjeux, que ce soit le changement climatique ou la biodiversité d'ailleurs, qui sont les 2 grands problèmes. Mais la nature, la profondeur, la taille des modifications que ça va importer sont encore extrêmement floues, même si on pressent, en tout cas c'est ce que donnent des raisonnements scientifiques et économiques, qu'elles vont être absolument considérables. Et qu'on n'a pas du tout, pour l'instant, pris la mesure de ce que ça implique, notamment sur le plan d'ajustement des systèmes de production et donc des conséquences sociales de l'ajustement de ces systèmes de production. Et donc c'est là qu'il y a un changement de paradigme qui est en train de cuire lentement. Et ceci, c'est pour vous. Alors pourquoi est-ce que c'est pour vous? Parce que, là aussi, je n'apprends rien à personne. Nous sommes dans une période où la confiance des opinions du public dans les systèmes de gouvernance, dans les institutions, dans les gouvernements, est à la baisse, pour des raisons structurelles. Et la contrainte de redevabilité qui s'exerce sur ceux qui prennent des décisions aux yeux des opinions, elle est en train de basculer des systèmes publics vers les entreprises. Si vous regardez les sondages, les gens ils font de moins en moins confiance au gouvernement et relativement de plus en plus confiance aux entreprises. Et donc, la contrainte de redevabilité sur ce réaménagement des systèmes de production, elle est, pour les opinions, elle est d'abord pour vous. Alors, vous direz, à juste titre, ah ouais, mais quand même, il y a un paquet de responsabilités dans les gouvernements là-dessus. Quand même, il y a des règles, il y a des vents. Oui, tout ça, c'est vrai, sauf que l'expérience récente prouve que les gouvernements, et je ne vise rien, et aucun pays en particulier, ils ne savent pas faire pour l'instant. Et donc, cette contrainte de redevabilité, ce fait qu'on a toujours besoin de se redresser à quelqu'un quand on a un problème pour trouver des responsables, sans rentrer dans les anthropologies à la Girard, ça, c'est pour vous. Et c'est là d'ailleurs que ce que vous appelez entre vous l'entreprise providence, c'est dans ce contexte-là que ça se passe. Et tous les débats et toutes les initiatives et tout ce qui a été fait en matière de responsabilité sociale des entreprises depuis 20 ou 30 ans, ce n'est qu'un tout petit hors-d'œuvre par rapport à la vague qui est en train de monter et qui va mettre les questions de soutenabilité non plus dans la périphérie de la redevabilité des entreprises pour dire à ses actionnaires, à ses salariés, à ses clients, à ses consommateurs que, mais bien entendu, on a compris qu'il y a une question d'impact de tout ce qu'on fait. Tout ça, c'est plus du tout dans la périphérie. C'est en train d'atteindre le cœur même
de vos business models. Et vous allez devoir devenir, pour ceux d'entre vous qui ne le font pas encore ou pas encore assez, et puis évidemment ça dépend en détail des secteurs, je parle inévitablement de manière beaucoup trop générale, ça va vous obliger à mesurer différemment la performance des entreprises que vous gérez ou auxquelles vous appartenez. Et évidemment, rien que ça, déjà, ça pose un problème énorme. Hein, on est habitué à mesurer la performance des entreprises avec des indicateurs financiers. Ça fait très longtemps qu'on sait faire ça. La translation de systèmes de mesure purement financiers à des systèmes de mesure d'impact d'ordre écologique, d'ordre social, est quelque chose de tout à fait considérable. Et aujourd'hui, il n'y a pas vraiment. Hein, vous avez des systèmes de normes comptables, vous n'avez pas de système admis de normes d'impact écologique ou social. Et la connexion entre l'écologique et le social au plan mondial, elle est absolument évidente, même si au plan domestique, c'est un peu moins clair. Il y a tout un tas d'initiatives qui sont nées ces dernières années. Et au plan mondial, je peux vous en citer une bonne douzaine, toutes pilotées d'ailleurs par des gens extrêmement compétents et bien intentionnés, et qui ont bien compris que sans système de mesure, c'était très très difficile de progresser dans cette voie, parce que la redevabilité, elle est immanquablement basée sur des indicateurs ou des résultats, et donc enfin, sur des mesures de résultats. Et donc là, il y a un énorme enjeu, et d'ailleurs au Forum de Paris pour la paix, que je préside maintenant, qui est cette nouvelle approche de la gouvernance mondiale que Macron a lancée à l'occasion du centenaire de l'armistice l'année dernière, et qui consiste à aborder les questions de gouvernance globale non plus de manière théorique, non plus sur des discussions entre diplomates ou spécialistes, mais à partir de projets concrets dont l'objectif est de régler un certain nombre de problèmes globaux. On voit bien que dans les projets qui ont été ramassés, étudiés, débattus dans la première édition, et la deuxième aura lieu cette année, la 11, 12, 13 novembre, sur le même principe. On ramasse 700 ou 800 grands projets dans ce monde, on en sélectionne une centaine, et sur cette centaine, qui sont débattus et présentés pendant 2 jours et demi, avec physiquement et sur les réseaux sociaux à la Villette, on en sélectionne 10 qui, l'année suivante, font l'objet d'un portage particulier. C'est une approche de la gouvernance globale. Au fond, et je ne dis jamais ça publiquement sous cette forme parce que ça peut paraître un peu arrogant, mais disons, c'est la gouvernance globale sans les diplomates. On a un déficit de gouvernance globale. Les diplômes sont pas très bons pour trouver des solutions. On fait appel aux entreprises, aux ONG, aux grandes institutions académiques mondiales pour trouver des solutions et les porter à l'échelle qui correspond à ce déficit de gouvernance globale. Bon, je finis cet écran de pub pour dire que dans les projets qu'on a sélectionnés, comme par hasard, il y en a un ou deux qui sont de cet ordre-là. Il y a notamment un truc qui s'appelle The World Benchmarking Alliance, qui est une coalition de grandes entreprises mondiales qui ont décidé entre elles d'essayer de se doter d'une méthodologie commune pour mesurer leur contribution aux objectifs du développement durable. Bon, vous voyez bien le côté incroyablement ambitieux de cela, mais on va dans cette direction. Et je pense que vous devez vous intéresser à des systèmes de ce type. Encore une fois, pour l'instant, c'est un peu la grande fête des idées. Il y a beaucoup d'initiatives dans tous les sens, mais à un moment, tout ceci va devoir converger. Je termine en disant que, évidemment, derrière tout ça, il y a une question qui reste ouverte et qui est derrière cette espèce de grille géopolitique un peu simplifiée que j'ai présentée au début, qui est la question de savoir si et comment vont cohabiter sur cette planète des systèmes politiques extrêmement différents. Aujourd'hui, on est quand même dans un système où, si je prends par exemple ce grand problème de la transition écologique, qui implique des décisions collectives, des règles, des politiques publiques, qui vont très au-delà du régalien dont a parlé Cazeneuve hier,
on voit bien que dans les démocraties, c'est coton. Ça va être dur d'arriver à trouver, à mettre en place les processus politiques qui permettent de forger un accord suffisant d'une majorité de l'opinion pour opérer des transformations aussi fondamentales. Et là, les Chinois n'ont pas ce problème. Et je passe beaucoup de temps en Chine, j'y enseigne. Et c'est un des moments de l'année où j'apprends le plus. La semaine que je passe à la Business School de Shanghai avec des Chinois de 25 ans, de 35 ans et de 45 ans est probablement une de celles qui sont les plus productives dans mon apprentissage actuel. Eux, ils n'ont pas ce problème. D'ailleurs, la montée d'un certain nombre de régimes autoritaires sur cette planète nous dit que c'est une option qui est disponible. Ce n'est pas forcément les gens qui l'ont choisi, pour d'autres raisons. Mais cette question-là, je la laisse ouverte parce que je n'ai pas de solution. Mais il faut aussi y réfléchir à terme parce que on est à un moment où, avec toutes ces grandes transformations gigantesques, ce qu'on a connu ces dernières années, je n'ai pas parlé de l'intelligence artificielle, de la digitalisation, de ce qui va se passer aux frontières de l'Europe sur le continent africain, parce qu'il y a évidemment une coordonnée spécifiquement européenne. Dans tout ça, il y a cette question de la fragilisation du principe démocratique. Et là, on est sur des questions de valeurs tout à fait fondamentales. Donc, on a tout ça devant nous, plus ce grand problème qui est de défendre le modèle qui est le nôtre, que nous avons, nous, Européens, inventé, qui est quelque chose qui est basé sur les libertés individuelles, qui est quelque chose de philosophiquement très, très puissant, très, très lourd. En plus de tout ça, on a cette question, donc il va falloir gérer les deux dans les années qui viennent, et soyez convaincus, si vous ne l'êtes pas encore, que dans ce domaine-là, ceux qui sont responsables des systèmes de production, les entreprises, vont avoir un rôle beaucoup plus important que par le passé. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Pascal Lamy, toujours aussi passionnant. J'imagine que vous êtes nombreux et nombreuses à vouloir réagir. Qui a des questions, Nicolas? Bonjour, Nicolas Mireille. Merci, Pascal Lamy. Je voudrais vraiment m'attarder sur la fin de votre propos. On ne peut pas avoir l'expérience que vous avez. Je vais résumer en une phrase ce que vous avez dit, qui est un peu ce qu'on essaie d'évoquer hier dans la session à laquelle je participais, qui est que un des défis qui nous anime, c'est de mettre au carré révolution numérique, la motorisation, et transition écologique. Et de faire cela sans laisser partir notre modèle libéral-démocratique ou social-démocratique. Ça, c'est le grand défi. Est-ce que vous pourriez... On ne peut pas avoir autant d'expérience que vous sans avoir quand même et continuer à réfléchir sur la question. Vous n'avez pas encore de solution, mais quelles sont les pistes auxquelles vous pensez pour justement réaliser cette mise au carré sans laisser détruire l'essence de notre modèle social-démocratique ou libéral-démocratique? Il faut trouver un modèle de cohabitation qui remplace l'hypothèse que nous avons faite pendant très longtemps, à partir des années 80, qui était l'hypothèse de la convergence. À l'époque, et j'en ai été, on pensait que, nous Européens en tout cas, on pensait qu'un jour, les États-Unis deviendraient moins violents, qu'un jour, les Chinois deviendraient plus libres. Alors, c'était pas demain, c'était peut-être pas dans 50 ans, mais dans 100 ans, dans 150 ans. Que tout ça allait converger vers quelque chose qui ressemblerait à nous. D'équilibre très, très particulier, très spécifique entre l'humanisme, la liberté individuelle, des systèmes de marché, des systèmes de protection sociale, un accès à la culture mieux réparti qu'ailleurs, davantage d'intolérance à l'inégalité sociale que sur d'autres continents, qu'au fond, cette espèce de modèle d'économie sociale de marché, c'était celui sur lequel, un jour, le monde allait converger. Bon. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas, mais enfin, c'est quand même nettement moins probable aujourd'hui que ça ne l'était il y a 20 ou 30 ans. Et donc, il faut organiser cette cohabitation. Ça va être compliqué. Si vous prenez, par exemple, le monde de la data, des données, oubliez la convergence. On va vers 3 mondes de la donnée, un monde américain, un monde européen, un monde chinois. Ça va coûter de ne pas être global, mais c'est inévitable parce que
questions philosophiques, de morale, de culture, sur faut-il accéder aux données, où faut-il les stocker, comment protéger les données individuelles, etc., appartiennent à des systèmes idéologiques totalement différents. Pour les États-Unis, c'est une marchandise, en Europe, c'est un droit, en Chine, il faut que l'État, en permanence, ait accès à tout. Et donc, il va falloir s'accoutumer à ça, et ça implique, et j'essaie de répondre aussi clairement que possible à votre question, ça implique un degré de connaissance du logiciel cognitif de vos partenaires beaucoup plus important que par le passé. On pensait qu'on allait remplacer nos différences cognitives par quelque chose de commun. Eh bien non, en tout cas pas dans les 50 ans qui viennent. Et on ne pourra cohabiter sans conflit qu'avec un énorme effort, quand c'est savoir pourquoi les Chinois considèrent que, je sais pas quoi, le temps n'a pas de début ni de fin, par exemple. Réfléchir, penser, comprendre un système de pensée dans lequel le temps n'a pas de début ni de fin, je peux vous dire, pour nous, occidentaux, qui avons été éduqués dans le fait que le monde avait été créé et puis qu'un jour il y aura une apocalypse, c'est un travail énorme sur le plan idéologique. Mais c'est ça la condition. Et donc là, on revient à des questions de connaissance, d'éducation, de formation. Mais c'est la condition essentielle pour que ces différences ne s'antagonisent pas trop. Bonjour, Monsieur Lamy, merci pour ces propos qui nous met en face de nos responsabilités. Vous avez parlé tout à l'heure de la redevabilité des entreprises vis-à-vis de l'opinion. J'aimerais bien avoir votre avis sur ce qui a été lancé par 4 ONG, je crois, qui s'appelle l'affaire du siècle, qui tente de mener une action contre l'État pour non prise en compte des phénomènes, des problématiques climatiques. Non, c'est une initiative, disons, créative, qui consiste effectivement à mettre les pouvoirs publics devant leurs responsabilités, en espérant que des juges vont interpréter la loi, la Constitution, les règles que nous sommes données, et que les juges diront l'État n'a pas été à la hauteur de ce qu'on peut attendre de lui. C'est très intéressant sur le plan théorique. Si la conséquence, c'est que l'État va devoir indemniser la population en lui versant quelques milliards, restera à savoir où on va trouver les milliards. Et comme les milliards en question, on va les trouver dans les poches de la population, le truc tourne un peu en boucle quand même. Bon. Donc c'est très intéressant sur le plan de l'initiative. Je ne suis pas sûr que ça ait des conséquences concrètes. Et encore une fois, ça dit aussi que les gens ne croient pas beaucoup que l'État sait faire. Parce que ce que cette initiative reproche à l'État, c'est de ne pas avoir fait. C'est un des signes que la confiance que l'État saurait faire n'est pas là. Et je vous garantis qu'à partir du moment où se répand l'idée que les États, les gouvernements, les organisations internationales ne savent pas faire, tout ça, ça va vers vous. La vague monte très vite, très fort. Bonjour, Marc Castagnier. Par rapport à la Chine, tout à l'heure, vous avez parlé de cette bataille qui existe aujourd'hui entre les États-Unis et la Chine, mais ne croyez-vous pas qu'aujourd'hui, c'est plutôt un rééquilibrage sain qui est en train de s'opérer? La Chine, depuis des années, n'a jamais cru au bilatéralisme, enfin, elle a cru au bilatéralisme et non au multilatéralisme. Aujourd'hui, vous l'avez dit très justement, la Chine est dans un logiciel temps et de méthodes de pensée complètement différents. Et est-ce que finalement, cette période n'est pas une période de wake-up call et qui va nous permettre de démarrer sur de nouvelles bases? Tout ça étant peut-être quelque chose de plutôt positif d'ailleurs par rapport à ces temps qui ont l'air assez difficiles pour nous tous. Non, il y a quelque chose de vrai là-dedans, même si le multilatéralisme, et notamment sur le plan commercial, laisse aujourd'hui la Chine faire des choses qu'elle ne devrait pas faire dans l'esprit du capitalisme marché globalisé. Les règles du commerce international ne disciplinent pas assez
un certain nombre de pratiques chinoises. Le paradoxe étant d'ailleurs, et je suis bien placé pour le savoir, que les raisons pour lesquelles précédente tentative de réforme de l'OMC n'a pas abouti, en tout cas n'a pas abouti largement, c'est que ça a été bloqué par les Américains. C'est les Américains qui ont bloqué en 2008, pour des raisons qui avaient à voir avec le fait que le paquet de réformes qu'il y avait sur la table impliquait trop de réformes du système de soutien agriculture américain. C'est l'agriculture américaine qui a bloqué la dernière réforme de l'OMC, parce que, à juste titre d'ailleurs, les pays en développement demandaient qu'un certain nombre de pays soient libérés de l'obligation de se battre avec le Trésor américain. Je ne sais pas quoi, quand vous produisez du coton, par exemple, c'est assez normal que les Africains trouvent que c'est pas juste. Bon. Donc, tout ça est vrai. Mais si vous voulez, ce rééquilibrage, il y a une version de ce rééquilibrage qui n'est pas forcément antagonistique. Mais ça n'est pas celle qui règne à Washington aujourd'hui. Alors, Trump est une version paroxystique de ça, parce qu'il est paroxystique dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il démontre, dans tout ce qu'il est. Mais ça, c'est quelque chose que nous, Européens, qui est très très important de comprendre, parce que une fois qu'on a compris ça, la seule solution pour les Européens, c'est d'essayer de peser leur propre poids là-dedans, pour ne pas être coincés dans cet antagonisme qui, effectivement, correspond à une évolution géopolitique et géoéconomique qui était prévisible, mais elle était prévisible depuis longtemps. Ce sont ces modalités qui sont en cause. Et là, je continue à parcourir cette planète du nord au sud et de l'est à l'ouest toute l'année. Je peux vous dire que ce que les autres prêtent de responsabilité aux Européens pour l'avenir est sans aucune commune mesure avec la conscience que les Européens ont de ce qu'on leur prête comme responsabilité. Et ça, c'est quelque chose qui est très très important dans les 5 à 10 ans qui viennent. Bon, j'ai passé 15 ans de ma vie à Bruxelles au service de l'Union européenne, à une époque où on s'occupait quand même beaucoup d'abord de l'intérieur et pas tellement de l'extérieur, quoi. Et ça, il va falloir que ça change, parce que la pression de cette rivalité va, au fond, s'exprimer, comme ça a été le cas pendant la guerre froide. Les Américains et les Chinois vont demander à leurs partenaires de choisir leur camp. Je préférerais qu'on n'ait pas à choisir. Oui, Jean-Pierre Hulot. Moi, c'est une surprise qui débouche sur une petite question. La surprise, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un bloc géographique qui a complètement disparu dans l'analyse de la géopolitique mondiale. C'est le sous-continent indien. Il y a 10 ans, l'Inde était quelque chose dont on parlait quelque part à l'égal, oui, d'une certaine façon à l'égal de la Chine, avec les quelques différences démographiques qu'il pouvait y avoir entre les deux. Mais alors, tout d'un coup, on a l'impression que ce sous-continent, dans lequel on mettait beaucoup d'espoir en termes justement de technologie, en termes de, comment dirais-je, de modèle démocratique d'une certaine façon, etc., a complètement, tout d'un coup, on n'en parle plus. Alors effectivement, ça disparaît au profit de la rivalité américano-chinoise, ou sino-américaine, mais je me demandais si c'était quelque chose qui avait vraiment disparu du radar. Non, pas du tout disparu du radar, mais vous avez... D'abord, on appelle ça un sous-continent. En réalité, c'est un continent. Il n'y a pas un endroit sur cette planète qui soit aussi vaste dans un ensemble qui s'appelle la République indienne. Il n'y a pas un endroit qui soit aussi vaste et aussi divers et aussi démocratique. Et donc, c'est un mystère en soi. Et une des raisons pour lesquelles ils ne sont pas dans... J'ai pas non plus mentionné la Russie, qui reste une puissance géopolitique, en tout cas provisoire, pendant encore quelques temps, dès lors qu'ils sont toujours aussi mauvais qu'ils le sont à combiner les facteurs de production pour en faire une économie efficace. Les Indiens ne sont pas absents de ce monde, mais aujourd'hui, ils ne pèsent pas sur
sur le cours du monde, encore une fois, très rapidement, décrit sous cette forme. Ils passent quand même l'essentiel de leur temps à gérer leurs propres problèmes. Je dirais c'est aussi vrai de la Chine. Le président chinois, je peux vous dire, il passe 10% de son temps à gérer les questions du monde. Il passe 90% de son temps à gérer des trucs internes horriblement compliqués, parce que ça a toujours été compliqué de maintenir cette immensité très diverse à des tas de points. Bien. Et d'ailleurs, si on voulait pousser un peu plus loin l'analyse sur l'Inde, on a fait ça dans le bouquin qu'on a publié avec Nicole Guézotto il y a 2 ans, dont on a fait une édition révisée l'année dernière, où on passe en revue comme ça les pays, les continents. De toute façon, l'Inde reviendra. Elle est démographiquement beaucoup plus dynamique que la Chine. C'est un modèle démocratique ou semi-démocratique, étant entendu que la version maudite est quand même nettement plus autoritaire, nationaliste, avec un certain contrôle des médias que la version précédente. Donc cette idée que c'est une démocratie pour toujours, c'est pas non plus sûr. Donc c'est sous l'aspect la démocratie est-elle la voie du futur pour la majorité des pays de cette planète que la question indienne va revenir. Bonjour, Marc-François Brasier. Pour continuer un peu ce tour du monde des géographies, l'aspect démographique dans ces analyses et dans l'évolution de ce désordre économique mondial, notamment parce que probablement les liens entre démographie et transition écologique seront présents. Quel est votre regard? Est-ce qui du coup peut nous permettre également d'avoir votre éclairage sur la situation en Afrique? Bon, on est 7 milliards sur cette planète, on va vers 9-10. La bonne nouvelle, c'est que quand on sera 10 milliards, plus de la moitié, donc plus de 5 milliards seront dans la classe moyenne. Donc ça, c'est la bonne nouvelle pour les économies, parce qu'il y a là un réservoir de croissance absolument considérable. La moins bonne nouvelle, c'est qu'évidemment, tout ça correspond à des pressions démographiques très différentes selon les continents et selon les pays, et qu'évidemment, nous, Européens, comme on est en phase de dépression démographique, on est confrontés à ces problèmes compte tenu de notre position géographique vis-à-vis de l'Afrique. C'est la raison pour laquelle je plaide à Bruxelles depuis un certain temps pour que, bien entendu, on porte ce qu'il faut d'attention à ce qui se passe aux États-Unis, en Chine, en Inde, en Russie. Bon, enfin, le problème numéro 1 sur le plan géodémographique, stratégique, économique européen, c'est l'Afrique. Parce que c'est là que la dynamique de population est la plus forte. C'est là que la régate entre la croissance économique et la croissance démographique se joue. Et selon que c'est la démographie ou l'économie qui gagne la régate, nous, les conséquences pour nous seront tout à fait considérables. Et on a évidemment un rôle important à jouer là-dedans. Et d'ailleurs, c'est en train de se jouer sous des formes, hélas, encore un peu bureaucratiques, dans, par exemple, ce qui va succéder au partenariat de type Cotonou entre l'Europe et l'Afrique à partir des années 2020. Bon. Donc c'est évidemment la question principale. Après, comme vous savez, il y a des discussions pour savoir si, quand on sera 9 milliards, on ira à 10 ou à 11 ou à 12. Il y a des tas d'experts, notamment à l'ONU, qui discutent de ça. C'est à combiner, évidemment, ça a été dit un instant, avec les questions de changement climatique qui auront sur les flux migratoires qui correspondent à ces différentes pressions démographiques une influence. Enfin, tout ça pour dire que nous, Européens, on a là un problème absolument majeur. Nous savons parfaitement comment ça va se régler sur le plan historique. Il n'y a pas photo, on sait comment ça va se passer. La question, c'est de savoir si ça se passera bien ou mal. Là, c'est pas encore bien clair. Oui, Pascal, tu as beaucoup parlé de gouvernance mondiale, qui, en absence de gouvernance mondiale, aura du mal, quel que soit le système démocratique ou dictatorial, à affronter les changements. Est-ce que nous assistons aussi, et tu parles beaucoup des États et de la politique, quel est ton regard sur l'émergence de nouveaux acteurs, type Facebook, avec de la monnaie, de la régulation mondiale,
quitte peut-être certaines entreprises qui vont peser dans des lobbyings scientifiques pour peser sur telle thèse ou telle autre. Et donc je verrai ça sous un double aspect, la force de ces nouveaux acteurs et aussi la réduction de la capacité de certains États à pouvoir décider eux-mêmes. Je parle à des stratégies d'endettement que la Chine est en train de mettre en place par rapport à certains pays africains. Et donc je voudrais voir un peu quel regard tu portes sur cette tenaille. Après, on aura 2 dernières questions. Hein, Philippe. Bon, je travaille sur ces questions de gouvernance mondiale depuis longtemps. Nous avons ce déficit évident entre un système westphalien fondé sur la souveraineté de 200 États-nations et des problèmes globaux que les diplomates ne savent pas traiter. Et j'ai dit tout à l'heure que si on a mis en place le Forum de Paris pour la paix, c'est en fonction d'une théorie que j'ai exprimée et que Macron a partagée, qui consiste à dire qu'il faut passer du multilatéral au polylatéral. Le multilatéral, c'est des États-nations qui interagissent entre eux, et de trucs où ils acceptent de contracter, mais de temps en temps, ils peuvent décontracter. C'est la souveraineté. La souveraineté, ça consiste à dire je peux toujours changer d'avis à quelque chose qui est plus représentatif de l'ordonnance des forces dans le monde aujourd'hui, qui sont des coalitions entre des entreprises, des ONG, des grandes institutions académiques. Et c'est vrai qu'un certain nombre de multinationales ont aujourd'hui y compris sur le plan philanthropique, une influence considérable. Bill Gates dirige davantage l'Organisation mondiale de la santé que l'Organisation mondiale de la santé ne dirige l'Organisation mondiale de la santé. Dans la réalité des faits, moi j'ai beaucoup travaillé sur les questions de sida, notamment quand il a fallu réformer l'accord sur la propriété intellectuelle pour permettre aux pays en voie de développement d'imposer des licences obligatoires dans certains cas. Donc j'ai beaucoup travaillé avec le Fonds global sur le sida. Si vous voulez un exemple de ce que c'est qu'une gouvernance mondiale moderne par rapport au Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est représentatif du Moyen-Âge, vous regardez le Fonds global sur le Conseil d'administration du Fonds global sur le sida, c'est l'industrie pharmaceutique, les ONG, quelques États et puis quelques individus qui, ensemble, ont décidé, et avec un certain succès d'ailleurs, la lutte contre le sida n'a marché que quand on a sorti ça du système de gouvernance internationale normal. Bon. Et donc il y a évidemment là des possibilités. C'est exactement la théorie du Forum de Paris pour la paix. Ce sont des coalitions qui, d'un certain point de vue, traitent, même si c'est imparfait, beaucoup mieux que des diplomates, le problème efficacité, légitimité de ce qu'on fait dans le domaine international. Parce que si c'est concentré sur un résultat, la légitimité de ce qu'on met en œuvre pour obtenir ce résultat est quand même beaucoup mieux perceptible par les acteurs. 2 dernières questions. Après, je sais que vous devez repartir pour elle. Philippe Araou, je suis expert comptable, je suis le passe-président de la profession française et je siège au bord de l'Organisation mondiale qui a notamment pour fonction d'édicter des normes. Normes donc mondiales d'exercice professionnel, de comportement professionnel, mais plus les normes comptables qui ont été transférées il y a une vingtaine d'années à une organisation, l'IASB, qui est financée par les grandes multinationales et qui aussitôt a pondu des normes dites IFRS avec un changement de paradigme fondamental. Sans rentrer dans le détail, on a abandonné le coût historique pour passer à une projection de l'entreprise pour faire son évaluation. IFRS, c'est International Financial Reporting System. C'est la présentation des états financiers, non plus la norme qui permet de tenir les comptes. Donc on parle de présenter on va dire les comptes, les bilans. Et là, on peut faire appel à une certaine créativité qui permet de retenir des critères. Soit. De nombreux auteurs pensent que ce changement de paradigme a entraîné les scandales qui ont été connus au début des années 2000. On pense à Enron et les autres. Et ce qui en s'est suivi, c'est la crise économique que l'on a connue, notamment au niveau des bourses. Donc je voulais savoir si vous faites partie de ce club de gens qui pensaient que cette nouvelle façon de traiter de l'information comptable a été à l'origine de cette crise. Et deuxième question, est-ce que vous ne pensez pas que l'Europe mériterait de s'entendre? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes avec des normes qui sont restées nationales et l'Union européenne n'est pas capable de s'entendre pour avoir un accord
sur ce sujet qui paraît fondamental. Merci. Non, évidemment que c'est très important. Il n'y a pas de théorie du phénomène sans mesure du phénomène, et il n'y a pas de mesure du phénomène sans théorie du phénomène, dont toute mesure est l'application au sens mathématique d'une théorie du phénomène que vous mesurez. Bon, et là, c'est vrai qu'il y a eu des changements importants dans le logiciel idéologique de ces systèmes comptables, mais mon point essentiel, c'est que ça, c'est le passé. Hein? Ce qui compte maintenant, c'est comment on va inventer des systèmes de mesure de l'impact de l'activité des systèmes de production autres que financiers. Et donc le débat entre IASB, TFSB, etc., c'est un débat du passé. Maintenant, ce qui compte, demandez à Marc Carnet, qui préside la task force sur Climate Related Financial Disclosure, c'est ça qui est en train de se passer. Et c'est là que ça va devoir bouger, et ça pose des problèmes, encore une fois, énormes, parce qu'à partir du moment où vous mesurez le prélèvement que vos activités de production de biens ou de services exercent sur, par exemple, des ressources naturelles, la performance de votre entreprise va être évaluée différemment. Et ça, c'est devant vous. Et encore une fois, je vous encourage beaucoup à creuser ça pour pas être pris par surprise ou de court le moment où ça va s'imposer. Bonjour, Monsieur l'ami. Jean-François Guillot. En quoi la poursuite probable de la politique de quantitative easing, c'est-à-dire de l'endettement, du déferlement monétaire, qui arrive à des choses assez extraordinaires aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on vient d'inventer le fait de gagner de l'argent à très court terme en s'endettant. En quoi cela, et la France s'endette actuellement à taux négatif, en quoi cela participe-t-il, selon vous, du nouveau désordre économique mondial ou peut-être du nouvel ordre économique mondial? Non, de mon point de vue, c'est une des manifestations futures probables du désordre. Parce que je ne crois pas, mais peut-être que je ne suis pas assez fort dans ma pensée, mais je ne crois pas qu'un système global basé sur le principe du capitalisme de marché survive avec des taux d'intérêt négatifs. Voilà. D'ailleurs, je vois des tas de manifestations, y compris financières, du fait que ce système n'est pas soutenable. Je ne parle même pas des questions écologiques ou sociales. Sur le social, ça fait longtemps que je le pense, depuis que je suis petit. Sur l'écologie, j'ai réalisé ça un peu plus tard, comme tout le monde. Quand je vois, par exemple, le nombre d'entreprises qui rachètent leurs propres actions, je me dis quand même qu'il y a un truc curieux dans ce capitalisme. Si le capitaliste rachète ses propres actions, c'est que le capitalisme ne marche pas. Donc il y a là-dedans des tas d'aberrations intrinsèques, et nous allons à un moment devoir payer le prix de cette aberration qui consiste à avoir des taux d'intérêt négatifs, en ce que ça implique notamment des bulles dans un certain nombre de secteurs. Je pense néanmoins que les banques centrales sont gérées, c'est peut-être mes origines technocratiques qui me poussent à penser ça, mais je pense quand même que c'est géré par des gens qui savent à peu près ce qu'ils font, quoi. Ils ne sont pas pris de coups de folie comme Trump. C'est des gens à peu près rationnels. Ils ont bien compris que ce quantitative easing, qui était le moyen d'inonder le monde de liquidité pour sortir de la crise, ils ont fait ça assez bien ensemble. Ils ont bien compris que c'était plus facile à faire qu'à défaire, parce que ouvrir le robinet, c'est pas très compliqué. Après, éponger, c'est plus compliqué. Mais vous avez raison, il y a un problème structurel derrière tout ça. Je suis plus confiant dans la capacité des banquiers centraux à gérer ça que je ne le suis dans la capacité des gouvernements d'aujourd'hui à gérer la transition écologique, qui me paraît quand même quelque chose de beaucoup plus existentiel. Bonjour, Denis Adjej, Agency Expert. Au vu de votre expérience et de votre vision du futur, c'est quoi votre bonne nouvelle à venir? Non, la bonne nouvelle à venir, c'est que nous avons des gamins qui ne nous ressemblent pas. Là, c'est la bonne nouvelle. Voilà. La bonne nouvelle, c'est qu'on a produit des générations qui viennent et qui
ont de ces enjeux du futur une vision qui est différente de la nôtre, et notamment sur ces problèmes de transition écologique. Ils n'ont pas le même taux d'actualisation que nous, c'est normal d'ailleurs. Hein. Et donc la bonne nouvelle, c'est nos enfants et nos petits-enfants. Et c'est sur ce point positif qu'on va terminer. Merci beaucoup Pascal Lamy.